D'accord. Alors, effectivement, il faut expliquer un petit peu ce que j'entendais par écologie de guerre l'année dernière. Pour ça, il faut se souvenir qu'une bonne partie des relations entre l'Europe et la Russie sont des relations basées sur le commerce des énergies fossiles. Depuis les années 70, à peu près, la Russie fournit à l'Europe une partie très importante de son gaz et de son pétrole, en particulier suite aux plus grandes difficultés d'accès au pétrole et au gaz du Moyen-Orient, une conséquence secondaire des crises pétrolières des années 70. Et avec cette relation va de pair l'idée, principalement mise en avant par l'Allemagne, que ce géant politique, militaire aux portes de l'Europe ne peut être domestiqué que dans la mesure où il s'est intégré à une interdépendance économique. C'est-à-dire on ne peut pas, peut-être pas réellement faire de la Russie un ami politique, que ce soit avant ou après la chute du mur de Berlin. Par contre, on peut, par l'idée un petit peu à la Montesquieu de l'harmonie des intérêts économiques, l'intégrer à un système d'échange, d'interdépendance, de dépendance mutuelle, où chacun trouvera son avantage, ce qui évite en principe de se faire la guerre. Bon, c'est une histoire très longue de géopolitique des énergies. Depuis le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ce que beaucoup de gens ont réalisé, c'est que la tentative de pacifier un rival géopolitique par le moyen de l'économie ne marche plus. En d'autres termes, Vladimir Poutine, l'harmonie des intérêts économiques, ça ne l'intéresse pas. Il a d'autres plans pour son pays, son empire, et pour sa relation à l'Europe. Alors, à partir du moment où un partenaire commercial, et notamment sur les énergies fossiles, devient vraiment un rival géopolitique, parce qu'on considère qu'il menace la sécurité européenne et on peut dire la paix civile, le modèle démocratique qu'essaie malgré tout de promouvoir l'Europe, l'interdépendance énergétique se transforme en une arme. C'est ce qui s'est passé quand on a décidé de faire des sanctions. Donc on dit, on évite d'acheter du gaz et du pétrole russe en faisant en sorte que ça pénalise leur économie au point de fragiliser leur système militaire. Le problème, c'est que la Russie de Poutine, depuis assez longtemps, avait elle-même activement organisé la dépendance énergétique de l'Europe à son égard, et elle-même pouvait envisager de volontairement couper les ressources énergétiques à l'Europe pour l'affaiblir. Donc il y a un jeu de bras de fer géopolitique autour des énergies. En tout cas, quand la guerre se déclenche, l'Europe très vite dit « nous pouvons en quelque sorte faire d'une pierre deux coups », c'est-à-dire faire converger un impératif de sécurité, donc couper l'herbe sous le pied au régime de Poutine, et un impératif de soutenabilité, de politique climatique, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, on va dire on arrête d'acheter et de consommer du pétrole et du gaz russe, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la sécurité européenne, et ça vient en aide indirectement à l'Ukraine. Donc c'est l'idée d'utiliser la sobriété énergétique comme une arme de guerre indirecte. On peut dire l'arsenalisation de la géopolitique des énergies. Donc le concept d'écologie de guerre, ça voulait dire ça. Ça voulait dire on rentre dans une période où les politiques climatiques, c'était un petit peu le cas auparavant, mais là ça devient manifeste, où les politiques climatiques se conçoivent pas seulement en termes de on obéit à la science ou on essaye de faire des efforts sur le climat, mais dans le lexique politique de la sécurité nationale, internationale, communautaire. Donc l'écologie comme arme de guerre. Bon. Alors donc ça c'est ce que j'appelais l'écologie de guerre. Et effectivement au moment où j'ai forgé cette locution qui est un jeu sur le concept d'économie de guerre, hein, bien sûr, au moment où j'ai forgé cette expression, donc au mois de mars 2022, effectivement, on ne savait pas encore exactement ce qui allait en être. Alors, par exemple, il y a des gens, par exemple, le directeur du Centre pour le climat de l'Université de Columbia aux États-Unis, Jason Bordoff, dit on ne peut pas faire des politiques de transition en période de crise énergétique. Parce que les prix augmentent, et donc, si en plus de l'augmentation des prix, on commence à dire aux gens il faut se limiter, on arrive dans une impasse. Par exemple, c'est ce qui s'est passé l'hiver dernier en France, quand les prix ont augmenté et que l'État a dû ou a cru devoir subventionner le prix des combustibles fossiles à la pompe pour protéger les consommateurs contre les effets de l'inflation de l'énergie. Donc là, effectivement, typiquement, dans ce genre de cas de figure,
on est obligé de subventionner les énergies fossiles au lieu d'en freiner l'usage. Enfin, on est obligé. Pour éviter l'explosion sociale, on pense être obligé de le faire. Par exemple, aujourd'hui même, l'Agence internationale pour l'énergie a sorti un document très important où ils font le décompte des subventions publiques aux énergies fossiles. Et l'année 2022 est l'année dans toute l'histoire où ces subventions ont été les plus élevées, et en particulier en Europe. Des quantités extraordinaires d'argent ont été mobilisées pour soutenir la consommation d'énergie fossile. Donc si on suit ce curseur-là, clairement, le pari que je faisais l'année dernière était inexact. Il n'y a pas d'écologie de guerre en Europe parce qu'on a soutenu de manière extrêmement volontariste la viabilité économique du secteur fossile. Par contre, ce qu'on a vu aussi en parallèle, c'est la convergence très nette quand même du discours de sécurité et du discours de transition énergétique. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, le chef de la diplomatie européenne, Borrell, ont multiplié les discours disant exactement ce que je disais dans le texte sur l'écologie. D'ailleurs, mon texte lui-même a joué un rôle dans cette histoire sans que vraiment je ne le veuille, parce que je ne suis pas un soutien de la droite conservatrice allemande et des commissions européennes, mais bon. Donc, en termes de, disons, d'idéologie officielle de l'Union européenne, ça a existé. Par contre, ça n'a pas vraiment été suivi d'effet. Maintenant, si on veut essayer de me donner un petit peu plus raison, il y a un autre phénomène qui s'est produit dans la même période historique, c'est le développement par l'administration américaine Biden d'un plan de réponse à l'inflation, qui est quand même une conséquence indirecte de la guerre, qui passe par le soutien public massif à la transition vers des systèmes énergétiques renouvelables, décarbonés, c'est-à-dire on essaie de s'affranchir de la dépendance aux énergies fossiles pour des raisons de sécurité, de lutte contre l'inflation, donc de protection de la petite classe moyenne, et on anticipe ce qui peut apparaître comme une nécessité historique, c'est-à-dire le développement d'un secteur industriel non carboné, électrique, l'éolien, le solaire, les batteries. Donc les États-Unis, eux, sont en train de faire de l'écologie de guerre, en tout cas de la décarbonation de guerre, parce que ce n'est pas vraiment de l'écologie, mais ils le font à leur manière, en essayant de réinventer un pacte social, un compromis entre capital et travail, un peu néo-fordiste, quoi, en disant on va recréer une classe ouvrière dans le secteur non fossile. Ça va être bon pour les démocrates qui vont être peut-être réélus parce qu'ils vont récupérer le vote qui était allé à Trump. Ça va être bon parce que ça va remettre les États-Unis sur la carte de la géopolitique des énergies de transition. Ça permettra d'être un meilleur rival contre la Chine. C'est un peu paradoxal ton exemple américain dans la mesure où il s'avère que eux ils sont quand même beaucoup moins dépendants du conflit du gaz et du pétrole russe, qu'ils sont aussi moins dépendants parce qu'ils ont développé maintenant depuis plusieurs années le gaz et le pétrole de schiste. Ouais. Donc ils ont une production intérieure qui est importante. Premier exportateur mondial d'énergie. Exactement, et donc du coup ils utilisent aussi ce pétrole à un prix qui n'est pas exactement celui du baril au niveau mondial, et donc ce qui leur permet d'être très compétitifs ensuite. Donc c'est-à-dire que moi je pense que c'est aussi, c'est d'abord avant tout pour des raisons patriotiques et nationalistes qu'ils ont produit cette IRA, cet acte contre l'inflation. Alors tout à fait, je partage l'analyse, mais ça colle tout de même au canevas d'une convergence entre impératifs de sécurité nationale et de transition. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, la question se pose un petit peu différemment, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tributaires fondamentalement des hydrocarbures russes. Par contre, ils sont tributaires des conséquences macroéconomiques mondiales de la guerre et des sanctions, c'est-à-dire l'inflation. Et là, ils ont besoin de lutter contre cette inflation quand même par une stratégie industrielle de transition. Donc pour le coup, on est plus dans l'économie de guerre que dans l'écologie de guerre. C'est une économie de guerre qui se formule dans le langage de la lutte climatique, quand même. Alors, à leur manière, c'est pas vraiment de l'écologie, ils vont pas changer de mode de vie tout de suite, très très loin de là, mais quand même il y a un investissement dans la recherche, dans l'industrie et dans l'emploi vert ou disons décarboné. Donc c'est un effet latéral. L'Europe a très mal pris, l'Union européenne a très mal pris ce plan ARL en y voyant un protectionnisme qui allait venir pénaliser les industries européennes.
Mais on pourrait dire aussi que l'Europe aurait pu le prendre comme une forme de modèle pour accélérer elle aussi sa transition. Ce qu'elle essaie de faire d'une certaine manière, mais comme l'Europe n'a pas de budget intégré, elle est beaucoup moins rapide, beaucoup moins souple, beaucoup moins efficace pour réorienter son économie vers ces secteurs-là. Donc on est très en retard aujourd'hui, surtout en France d'ailleurs. Donc le bilan de l'écologie de guerre un an après, il n'est pas brillant du tout. Nous n'avons pas pris de tournant réellement tangible pour faire converger des impératifs de sécurité et des impératifs de transition. Ça reste en fait un énoncé incantatoire. On sait que c'est ce qu'il faut faire et qu'il n'y a rien d'autre que nous puissions faire pour protéger les libertés publiques, la soutenabilité, l'emploi, mais on ne le fait pas encore.